à la table ronde de ce matin, il y avait un coup complot, un coup théorie du complot. Ce qui prouve déjà qu'il y a complot, en fait. Parce que quand on y réfléchit bien, quand on commence à avoir des errances de ce type-là, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui complote dans une certaine mesure. Donc on est venu vous parler un petit peu à trois, avec un spécialiste de l'anti-maçonnerie, en l'occurrence Gilles Brandman, une philosophe, François et moi-même, je suis bien. On vient vous parler un petit peu du complot, des théories du complot, et de la manière dont elles se développent depuis un certain temps. Alors, juste dans les années 50 à peu près, la notion de complot avait un sens strict. Il avait un sens politico-historique. Complot était l'action secrète, clandestine, d'un petit groupe, généralement dans un État, qui tentait de renverser la direction de l'État. Tout le monde a connu les différents complots, que ce soit dans des pays ou des sous-continents qui s'y sont spécialisés, je pense à l'Amérique du Sud, ou les éternels surcomplots africains, ou les complots en Extrême-Orient. C'était une définition qui fonctionnait très bien, et on ne parlait pas de théorie du complot, puisque généralement c'était toujours la même chose. Vous remarquerez par exemple que l'espagnol a deux mots pour dire coup d'État, golpe et pronunciamento. Bon, ça traduit un petit peu déjà, si on met dans la théorie du complot, comment les pays comprennent ce genre de choses. Donc à l'époque, le complot était un complot politique, et il y avait plusieurs strates historiques au fur et à mesure de son développement. Tout a changé à partir d'un moment très précis dans l'histoire où on a commencé à parler de théorie du complot. La théorie du complot est née avec l'assassinat de Kennedy. Parce que, pour la première fois, on voyait un des hommes les plus puissants du monde se faire tuer devant la télévision, c'est-à-dire c'était donc un meurtre en public, tout le monde y a assisté, et surtout, personne dans le public américain n'a cru aux conclusions des différentes analyses, je pense en particulier au rapport de la commission Warren qui s'est tenue. À partir de ce jour-là, c'est fracturé dans l'opinion publique américaine et l'opinion publique occidentale la croyance en la parole officielle, qu'elle soit la parole officielle médiatique ou la parole officielle politique. Les gens se sont dit, on nous ment. De ce jour, on est passé à la théorie du complot. Autrement dit, s'il y a complot, pourquoi il y a complot? Et là, tous les délires, vous l'imaginez, sont absolument possibles. Alors, les sociologues qui réfléchissent sur le complot disent qu'il y a trois niveaux dans l'esprit de la population de théorie du complot. La personne qui réfléchit le plus là-dessus est un Américain qui s'appelle Barkoun, on a parlé dans notre livre, et donc il en classifie en Barkoun 1, Barkoun 2, Barkoun 3. Vous allez vite voir dans quel registre vous vous trouvez. Si vous êtes à Barkoun 3, il faut consulter. Je vous dis tout de suite, vous avez une légère difficulté. Bon, la théorie Barkoun 1, c'est quoi? C'est quand vous croyez un complot limité dans le temps et à effet limité. Très classiquement, l'assassinat de Kennedy. On assassine Kennedy pour se débarrasser de Kennedy. Ça ne va pas au-delà. Ça, c'est le Barkoun 1. Le Barkoun 2, c'est quand vous commencez à penser que derrière l'assassinat de Kennedy, il y a des enjeux qui dépassent les États-Unis, qui dépassent cette époque-là, et donc il y a un petit groupe secret qui s'agite et qui tente d'obtenir quelque chose qui n'est pas visible mais qu'on peut deviner. Là, très classiquement, ça touche à la franc-maçonnerie, un petit groupe qui opère pour les jésuites, par exemple, un petit groupe qui va opérer au-delà des frontières du temps, avec un but qui reste à définir, mais sur lequel on peut réfléchir. Là, vous en êtes au Barkoun 2. Ça va encore à peu près dans votre tête, mais il y a un léger souci à se faire. Le Barkoun 3, c'est quand vous êtes entièrement convaincu que tout ce qui arrive dans le monde, eh bien, c'est dû à un groupe, alors là, diabolique, infernal, qui est là quasiment depuis la nuit des temps, et qui dirige le monde. Là, vous êtes le Barkoun 3, l'asile se rapproche, et là, vous avez par exemple les Asiatiques. Il existe le Barkoun 4, réservé une élite intellectuelle, c'est quand vous êtes convaincu que tout ce qui se passe dans le monde est mauvais, et c'est mauvais contre vous. Là,
C'est fini. Très peu de gens n'ont pas de cas, et généralement quand ils arrivent, on n'a pas le temps de les interroger. Ça, c'est les différents niveaux de théorie du complot. Effectivement, on va présenter très légèrement. Il reste aujourd'hui, statistiquement, bon, des gens qui sont Barcode 4, rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui sont Barcode 3 sont peu nombreux, mais très actifs, en particulier sur Internet. Mais des gens qui sont Barcode 1 et 2 commencent à représenter des franges de la population importantes. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Gilles qui va nous expliquer comment tout ça nous est arrivé. Oui, donc je vais voir cette théorie du complot aussi sous l'angle de la maçonnerie et de l'anti-maçonnisme, tout en faisant quand même la distinction. Tous les anti-maçons ne sont pas nécessairement des fous des complots. Donc il faut quand même raison garder. Il y a d'autres raisons que le complot pour avoir une attitude hostile envers la maçonnerie. Mais c'est vrai que très souvent, on remonte donc à ce fameux abbé jésuite Baruel, et avec un travail qu'il avait fait, et où il évoque ces fameuses arrière-loges où a été concoctée la Révolution. Et donc, encore aujourd'hui, on retrouve ces idées de cet ordre des Illuminati qui régnerait donc toujours de par le monde, avec ces tenants du nouvel ordre mondial, qui vont reprendre cette expression, qui évidemment cherchent un peu partout les preuves de l'existence de ces fameux Illuminati. Ils sont confortés par une certaine littérature, peut-être pas le règne des Illuminati, où quand même nos amis prennent la précaution de préciser que c'est de la fiction, mais dans un ouvrage comme Manger les mondes de Dan Brown, par exemple, on reprend ces théories sur les Illuminati qui avaient trouvé refuge en s'infiltrant dans la franc-maçonnerie, dont le siège était à Londres, et qui utilisaient certains symboles avec aussi des allusions à George Bush, qui était 33e, etc. Donc là, c'est prononcé comme étant l'enseignement du professeur héros de Dan Brown, comme étant une espèce d'expert en symbiologie aussi. Donc c'est prononcé comme étant une espèce d'information scientifique qui transparaîtrait à travers le livre. Et donc ce qui est tout à fait inquiétant, c'est que ces fameuses théories anciennes, qui ne sont pas prouvées, continuent à être véhiculées, notamment auprès d'un certain jeune public, via l'Internet, comme le disait Jacques. Ces outils-là leur permettent de diffuser leurs thèses et permettent aussi de diffuser leur décryptage. Et donc, ils vont s'amuser à analyser des films, par exemple, ou des clips, pour y découvrir la trace de certains symboles dimensionnels. Alors, ça va parfois très loin. Je me rappelle d'un film français dont j'ai oublié le nom, mais on se rendait compte que c'était une comédie sur la famille. D'après eux, évidemment, la thèse du film, bien, c'était que mener une existence dissolue n'avait aucune importance, et on découvrait l'influence maçonnique dans ce film parce que quand on regardait la cuisine où se passait une scène, le carrelage de la cuisine était un pavé mosaïque. Et donc, c'était un des éléments de preuve. Donc, c'était une manière de fonctionner sur ces complotistes qui est assez étonnante. Il y a des anecdotes qui sont assez folles, du genre élection de Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, preuve à la pluie, c'est-à-dire une photo, on la voit croiser les mains bizarrement, qui n'est pas naturel, qui est rapproché de certains signes de maçons. Et donc, il a été largement dit sur Internet que Miss Côte d'Ivoire était une créature des Illuminati et avait un certain degré dans la maçonnerie. Il faut savoir que la pauvre gamine, elle avait juste 18 ans. Donc on se demande comment elle aurait pu faire une grande carrière chez les maçons et chez les Illuminati. Mais ça a été jusqu'à un point où elle a été obligée de s'expliquer devant la presse ivoirienne pour dire qu'elle n'avait absolument aucun lien
avec la franc-maçonnerie. La manière de faire est tout à fait intéressante. Il circule sur le web énormément de photos de politiques, mais aussi du pape François ou du pape Benoît XVI, la manière dont ils peuvent être amenés à serrer la main de l'un ou l'autre chef d'État, ou à un moment, un quelconque signe qu'ils font dans le feu de l'action, on prend cette photo et on va la rapprocher d'un quelconque manuel des hauts grades du XVIIIe siècle. Vous savez qu'une série de signes plus ou moins bizarroïdes qui peuvent être faits, en général, personne ne s'en souvient, il faut qu'on rappelle les arcanes du grade avant chaque tenue, mais il n'empêche que pour ces complotistes, il est clair que tel chef d'État, autoritaire par exemple, ou tel pape, fait des signes maçonniques. On ne voit pas très bien à quoi ça servirait de faire passer ce type de signe via telle et telle revue ou journal, mais voilà, ça fait partie des théories qui sont très largement diffusées. De la même manière, on trouve des triangles et des pyramides partout, donc il y a des sites spécialisés là-dedans qui vont vous dire, par exemple, que le logo de la Walt Disney Company comprend dans sa signature une série de boucles qui font des 666, le chiffre de la fête, et on va vous dire que Walt Disney était un franc-maçon de haut grade, un Illuminati, et que d'ailleurs des enfants disparaissent, sont enlevés dans les parcs d'attractions de manière à pouvoir être utilisés pour les sacrifices qui sont, comme on sait, réguliers dans nos loges.